de pouvoir dire la volée d'obus de mortier ou les tirs de chars ou d'artillerie sont partis de telle position, et comme normalement ils ne sont mis en place sur le terrain qu'après un départ des forces antagonistes, normalement les différentes forces militaires qui sont qui sont aux prises repartent sur certaines positions, donc ils rendent compte du fait que les uns et les autres respectent ou ne respectent pas ce cessez-le-feu. Donc l'observateur observe, identifie et surtout il détaille, on pourrait dire qu'il amène les preuves. Voilà, exactement. Donc évidemment, technique. Par rapport à cela, ça permet d'instruire, entre guillemets, le procès de ceux qui ne respectent pas ce cessez-le-feu. Un point important dans la dernière déclaration française, parce qu'il semblerait qu'il y ait une certaine convergence entre Moscou et Paris sur le fait d'avoir cette force-là. Et nous allons y revenir. À un détail près, c'est le mot robuste qui est utilisé par les Français, qui parle d'une force robuste. Oui, le terme a surpris. Qu'est-ce que ça veut dire, une force robuste employée par Alain Juppé? C'est quelque chose de très clair pour les militaires. C'est que en ce qui concerne Alexandre Adler et moi, je vois à peu près de quoi il s'agit, le mot robuste, mais appliqué à des militaires et des observateurs. Voilà, on ne comprend pas pourquoi les Russes seraient contre, parce que des types comme nous, ils ont mieux en magasin. Hein. Bon, alors ça c'est une première. Alors donc la robustesse, c'est pas seulement le gabarit, c'est dans l'esprit français, ce que nous sommes dans les tristes anniversaires, je dirais, du déclenchement de la guerre de Bosnie, c'est le fait que les casques bleus, blancs ou jaunes ou roses ne sont pas là pour se faire tirer comme lapin quand une des deux parties cherche en fait, après avoir lâché du lest, gagné du temps, à réinstrumentaliser le truc, reprendre la main et tirer après comme des lapins. La France a perdu 120 soldats dans la Fort Prenue. Hein. Donc voilà, donc la robustesse pour les Français, ça veut dire quelque chose de très très clair depuis 20 ans. On pourra peut-être y venir parce que c'est important pour la suite si le processus avance dans un sens relativement positif. Alors avant de donner la parole à nos autres invités, je vous rappelle que depuis ce matin, la Syrie est donc censée appliquer un cessez-le-feu qui lui est imposé par l'ONU. De fait, les bombardements ont globalement cessé. La communauté internationale reste, vous l'avez compris aussi, extrêmement prudente et de fait le cessez-le-feu a d'ores et déjà été violé plusieurs fois. Kofi Annan demande l'envoi rapide d'observateurs qu'Alain Juppé a qualifié lui-même, Pierre Servant vient de nous le rappeler, de robuste. Clairement, le conflit déborde d'ores et déjà des frontières, en particulier en Turquie. Maxime Beneteau. Aucune détonation, aucun coup de feu dans les régions du nord de la Syrie. Après plus d'un an d'affrontements sanglants, les civils filmaient aujourd'hui les premières heures d'accalmie. Hier et avant-hier à Homs, il y avait beaucoup de violence. Ça a été l'enfer. Mais aujourd'hui, depuis 6 heures, nous avons entendu seulement 4 tirs mortiers. Pour moi, vous ne pouvez pas vraiment appeler ça un cessez-le-feu. On peut voir les snipers, les unités armées, elles sont toutes en place, rien n'a bougé. L'ultimatum pour l'arrêt des violences avait été fixé par Kofi Annan à 6 heures ce matin. En placement en Iran, l'un des pays alliés de Damas, l'émissaire spécial de l'ONU affichait officiellement un certain optimisme, car les Russes, alliés indéfectibles de la Syrie jusqu'ici, commencent à revoir position. On nous a informé du début de l'application de ce plan concernant l'utilisation des troupes et des armes dans les villes. Nous pensons que l'action du régime syrien devrait être plus active, plus ferme dans l'application du plan Annan. Après des mois de promesses en l'air, la communauté internationale, elle, reste pour le moins sceptique. Les ministres des Affaires étrangères du G8, réunis à Washington, ont fait part de leur confiance extrêmement limitée d'engagement donné par Damas. Alain Juppé s'est lui prononcé pour que les Nations Unies envoient le plus vite possible une force robuste d'observateurs sur place. Et les échos qui arrivent cet après-midi de Syrie semblent leur donner raison. 3 civils auraient été tués et des dizaines de personnes arrêtées dans la province d'Hama notamment. La télévision officielle annonce, elle, la mort d'un soldat du régime à Alep. Les opposants entendent de leur côté mettre à l'épreuve la parole de Bachar el-Assad en appelant à des manifestations pacifiques. S'il y a un vrai cessez-le-feu, les gens vont sortir dans les rues. Ils vont manifester et demander la démission de Bachar el-Assad. Mais je pense que le régime va encore répondre en ouvrant le feu. La répression sanglante s'était d'ailleurs intensifiée ces derniers jours.
Les opérations militaires du régime ont encore tué 25 civils hier, près de 1000 morts la semaine dernière, selon l'opposition. Le conflit menace désormais de s'étendre aux voisins de la Syrie. Au Liban, un caméraman a été tué alors qu'il travaillait aux confins des deux pays. Mais c'est surtout les tensions avec la Turquie qui préoccupent la communauté internationale. Lundi dernier, à hauteur de Kilis, les militaires syriens tiraient en direction d'un camp de réfugiés pour encourager l'exode des civils. Dans un préfabriqué, une balle a tué un père et a blessé son fils à l'épaule alors qu'il prenait leur petit déjeuner. Le fils est gravement blessé et a été transporté à l'hôpital. C'était une balle tirée par un sniper. La situation menace donc d'embraser toute la région. En placement en Chine, le Premier ministre turc a fait savoir qu'il pourrait appeler le temps à agir pour protéger sa frontière. Alors, il y a évidemment beaucoup d'éléments sur lesquels il faut revenir dans ce reportage. D'abord, une première question SMS qui est la suivante. Qui sont réellement les, entre guillemets, terroristes que Bachar al-Assad prétend combattre? Qu'en pensez-vous, Jean-Marie Kemener? Ça revient à interpréter, si je puis dire, la langue de bois gouvernementale. Oui, voilà. Alors, mais c'est bon, c'est une vraie question. Moi, voilà, c'est dans le langage officiel baassiste. Si c'était que baassiste, on a connu ça aussi. Les terroristes, c'est comme ça qu'on appelait les résistants. D'ailleurs, tout le monde joue là-dessus. Le Hezbollah libanais se veut la résistance. D'autres vous diront que ce sont des terroristes, les Américains notamment. C'est officiellement les terroristes pour les Américains. Voilà, c'est une dialectique. En fait, il faut entendre séditieux. Dans la de Bachar el-Assad, réellement, ça veut dire séditieux, parce que ça, il en est réellement convaincu. Terroriste, je ne suis pas sûr que psychologiquement, il imagine réellement que ce soit des terroristes. En revanche, séditieux, oui. C'est-à-dire des gens qui sont contre son régime, contre sa dynastie, contre le parti Baas qui est au pouvoir depuis son père, depuis 1963. Oui, c'est séditieux à son histoire, à sa personnalité, à sa famille et de son clan. Bien sûr, ça fait d'ailleurs le titre de notre émission ce soir, mais j'allais vous dire, ils sont quand même énormément, puisqu'il en a déjà tué 10 000. Ça fait beaucoup de séditieux dans un même pays. Oui, mais dans l'esprit de Bachar el-Assad, sans vouloir jouer les psychologies et les psychologues de comptoir, c'est pas... Bon, d'abord, c'est pas très grave, 10 000. Il y a 20 millions de Syriens. Ils ne pensent pas comme ça, mais 10 000, c'est pas très grave. C'est pas très grave, pourquoi? Parce que c'est autant d'opposants en moins et que il faut bien comprendre, pour comprendre Syrie, que dans l'esprit de Bachar el-Assad, la survie de la Syrie tient à sa propre survie. Et non seulement à sa propre survie, mais à la survie de sa propre histoire, de sa propre dynastie. On a affaire à un cas de figure, je ne sais pas comment le dire, peut-être pour les Français, on a affaire à un cas de figure à la Bourbon. Faire sauter la royauté, c'est pas faire sauter la royauté, c'est faire sauter les Bourbons, faire sauter une histoire, une capelle, etc. Je ne vais pas remonter, mais c'est un peu ça. On s'attaque à plus grave que juste un personnage. On s'attaque à l'histoire de la Syrie de ces 50 dernières années, plus 60 dernières années, et on s'attaque à lui, à son père, à sa famille. Ce qu'on lui reproche beaucoup, c'est d'avoir mis sa famille au pouvoir, avec un pilier militaire et un pilier des affaires, et on s'attaque à tout un système qui était mis en place pas par lui, par son père, bien avant lui, et par sa propre histoire. C'est compliqué pour lui. J'allais dire, vous nous décrivez une dictature classique. Le problème, c'est qu'actuellement, on a un pays où il y a eu au moins 10 000 morts en un an, et on se rend compte qu'en dépit de l'activité internationale, il reste extrêmement difficile de faire quelque chose. Très compliqué de faire quelque chose. C'est pour ça que la force robuste est déjà difficile, parce qu'en plus, Alain Juppé l'a dit d'ailleurs 3 fois, c'est très compliqué parce que même une intervention étrangère, je ne suis pas sûr que ce soit forcément l'idéal et que je ne suis pas sûr que ce soit très bien vécu par les Syriens. Alors revenons quand même sur le cessez-le-feu lui-même, bien entendu, Alexandre Adler. Voilà, comment il faut l'interpréter? Il y a quand même une accalmie de fait. On entendait Ramda Kassis nous dire, mais il ne faut absolument pas prendre ça au pied de la lettre. Quelle perception en avez-vous? Il y a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent ce soir qui se disent, mais voilà, le pays respire quand même un peu et les pluies d'obus ne sont plus là. J'imagine que quand on est à Homs et qu'on peut sortir sans avoir craint une balle perdue, il y a un moment de soulagement, comme on en a connu dans les tranchées pendant la guerre de 14, il y a eu des moments comme ça, mais ça n'est pas la fin de cette affaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons parlé au téléphone avec votre collaboratrice début de l'après-midi, et elle m'a demandé ce que j'en pensais du cessez-le-feu, et Madame Ramda Kassis a expliqué exactement tout ce que j'aurais pu dire, moins bien d'ailleurs, mais c'est-à-dire que le cessez-le-feu, c'est à la libanaise, dans un quart d'heure c'est reparti, de toute façon il n'y a de la part de Bachar al-Assad et du régime au pouvoir aucune volonté quelconque d'aller vers un compromis supplémentaire. Quel qu'il soit. Et ceci est apparu dès le début, puisque
en fait, dès le début de l'insurrection, il y a eu à ce moment-là des bonnes âmes qui pensaient plutôt du bien de Bachar Assad. Par exemple, le Premier ministre turc Erdogan qui lui a dit « Allons, nous sommes très proches, ça peut se régler, il faut maintenant organiser un forum, discuter. » Oui. Et puis, immédiatement, ça a été l'ordre de faire feu. Et vous nous dites quoi là, qu'il gagne du temps, tout simplement? Je pense qu'il gagne du temps, mais c'est là où le cerveau reptilien est vraiment en action. Il gagne du temps par rapport à un objectif stratégique. C'est pas comme un joueur d'échecs qui gagne du temps en bougeant des pions de manière à gagner. Non, non, il ne sait pas où il va. Non seulement il ne sait pas où il va, mais il y a un côté hamlétien chez ce personnage, c'est qu'il est incontestable. Je suis d'accord qu'il n'a pas grand-chose, mais en même temps, il a essayé au début, il a fait une petite perestroïka, il a levé les droits de douane sur les ordinateurs, il a organisé un certain nombre de ses copains de faculté pour qu'ils fassent des cercles de discussion. Ils se sont tous retrouvés en prison, il n'en a pas sorti un seul après. Mais il a essayé. Et en fait, ce que l'on comprend, c'est qu'il ne s'agit pas d'un homme, on parle toujours de Bachar, bon ça c'est l'isolation qu'il veut donner, mais d'une famille. Exactement comme dans Le Parrain, et vous les avez tous, vous pouvez en faire un peu le portrait, et un certain nombre sont nettement plus durs que lui. Maher, son frère, commande la garde républicaine. Pardonnez-moi, vous nous dites que Bachar n'est même pas le parrain en chef, si je puis dire. Il est le Godfather. De temps en temps. Bon. Il a quand même sa sœur, qui elle est le seul homme de la famille, et son beau-frère, qui a été longtemps le chef des services secrets, était mis un petit peu à un moment donné sur la touche, et ce sont des gens qui sont très durs. La veuve aussi, elle est absolument persuadée qu'il ne faut rien céder. Donc bien entendu, Bachar Assad est d'accord aussi pour l'essentiel, mais les Mkhlouf, qui sont les milliardaires derrière la famille, plus la famille Assad, est persuadée qu'ils luttent au fond pour leur survie. Et c'est ici que malheureusement les mécanismes minoritaires qui sont très importants dans ces sociétés en Syrie comme en Irak, au Liban, sont là pour leur dire tu es le dos au mur, si jamais tes yeux scillent, tu seras égorgé. Et évidemment, cette paranoïa qu'il partage, je pense qu'il la partage sincèrement, il la diffuse. Et il la diffuse vers toutes les communautés qui craignent, en effet, demain, la victoire de la majorité. Exactement comme la victoire de la majorité chiite en Irak n'a pas été la joie pour les sunnites irakiens, eh bien, il y a beaucoup de chrétiens syriens, pas des intellectuels comme Mme Cassis, pas des personnalités comme Michel Quillot, qui lui vient d'une expérience communiste, mais il y a beaucoup de chrétiens à la base, et le patriarche maronite lui-même de l'autre côté de la frontière, qui disent « Ah, si jamais c'est l'opposition, c'est la fin des chrétiens syriens, nous ne pourrons plus sonner les cloches, etc. » Les Druzes, à côté de Deraa, dans la montagne, vous montez de 10 km de Deraa, vous êtes chez les Druzes. Pas un village druze n'a bougé. Et de la même manière, les Kurdes sont en train de se faire acheter pour mettre des bombes en Turquie pour punir Erdogan. Donc, si vous voulez, je ne dis pas du tout, je trouve ça admirable, hein, mais je pense que le jeu ethnique, c'est d'ailleurs un paradoxe extraordinaire pour un petit le Baas, qui prétendait dès sa fondation qu'il n'y avait plus de chiites, de sunnites, de chrétiens. Le pays. Nous sommes tous arabes. Nous sommes pas plus que le pays, il fallait unifier tout le monde arabe. Nous sommes tous arabes, il n'y a plus rien, plus de minorité. Eh bien, ils finissent dans la faillite, en Irak comme en Syrie, par être le parti des minorités, et avec une violence calculée. Et en même temps, ils pensent qu'à force d'intimidation, comme Hafez était arrivé à le faire à Hama, où lui, il est arrivé à 30 000 morts tout de suite, hein, pas 10 000. Il va finir par y arriver parce qu'il a mis dans son équation, c'est ça son idée, trop de gens qui ne veulent pas qu'il tombe. Les Russes, bien sûr, pour des raisons absurdes d'ailleurs, les Iraniens, pour des raisons beaucoup moins absurdes, et Dieu sait qu'ils sont là. Je vais y revenir dans notre reportage. Et alors ils se disent, voilà, finalement, et puis les Occidentaux, ils n'aiment pas trop les frères musulmans, même s'ils sont d'accord pour qu'il y ait un apaisement. Alors à force de les écœurer, de les désinformer, et de s'appuyer sur nos vrais amis, Moscou, Téhéran, finalement, ça va céder. Alors c'est la question de savoir si un jeu aussi absurde et dangereux peut marcher. Malheureusement, nous sommes dans un monde où il n'y a pas toujours la solution. Je suis pas revenu avec ma boîte à outils, avec une clé pour ouvrir la porte. Alors avant la solution régionale, il faut déjà se demander ce qui peut être fait dans le pays. Revenons sur cette histoire d'observateur, qu'il soit qualifié de robuste ou non. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose et que c'est nécessaire, en tout cas dans un premier temps? Hamda Cassis, et ensuite on va voir avec Pierre Servan comment ça s'organise. Oui. Bien sûr, il faut envoyer des observateurs en Syrie pour observer bien, pour savoir ce qui se passe en réalité en Syrie. Même, c'est vrai que je suis
opposante, mais quand même, j'ai le droit d'avoir des doutes. J'ai le droit de me questionner moi-même ce qui se passe à l'intérieur de la Syrie. Nous avons besoin de ces observateurs, nous avons besoin aussi des journalistes qui sont des journalistes libres, qui peuvent nous transmettre la vraie image, ou je veux dire la réalité et ce qui se passe en Syrie. Mais je veux juste commenter quelque chose. On parle toujours de majorité et des minorités. Moi, je ne suis pas vraiment tout à fait d'accord avec ça. Parce que c'est vrai qu'on a l'OC, c'est-à-dire sunnite, qui est beaucoup plus que, il est majoritaire, beaucoup plus que les autres minorités, même si les minorités, bien sûr, en comptant les minorités ethniques et religieuses qui font 35% de pays. Mais aussi, on a oublié que même chez les sunnites, il y a des sunnites sophistes, il y a des sunnistes laïcs, il y a des sunnistes frères musulmans, sunnistes salafistes, et qui ne sont pas d'accord. Et on ne peut pas les mettre dans un bloc comme ça. Alors, il faut les séparer, il faut les diviser. Moi, je crois vraiment que la Syrie est un pays de minorité et ce n'est même pas un pays des minorités et une majorité. Alors, je vous le dis, nous reviendrons sur ces questions, notamment religieuses, dans la dernière partie de l'émission. Je repars quand même sur le terrain aujourd'hui, et ce qu'on pourrait qualifier de terrain militaire. Ça s'organise comment, une force d'observateurs, en combien de temps, avec quels moyens et avec quel risque, Pierre Servan? Alors, déjà, il faut que le pays accepte de les recevoir. Il y a des préalables. C'est-à-dire que je pense que dans les préalables, il fait que le plan de Kofi Annan soit respecté. Et il y a 5 ou 6 points. On avait évoqué plusieurs, la liberté de la presse, la libération des prisonniers, la possibilité de manifester, le retrait vraiment des forces et le fait que les armements lourds disparaissent du paysage. Vous savez traduire le Kofi Annan, vous? Je vous donne le dernier communiqué. Il vient d'informer les membres du Conseil de sécurité de l'ONU que le gouvernement syrien ne s'était pas mis totalement en conformité avec son plan de paix. Il presse le Conseil de sécurité de demander au régime de Bachar el-Assad le retrait des soldats et des armes lourdes déployés dans les centres urbains. Là encore, une des dispositions de son plan, et il ajoute que le cessez-le-feu entré en vigueur est fragile et que l'ONU doit envoyer rapidement une première vague d'observateurs internationaux pour surveiller son application. Alors, ça semble clair comme ça, après ça devient réalité. On est dans un jeu tactique. Je crois que tout ce qui a été dit ici montre très clairement, je crois que du côté du pouvoir syrien, il y a à mon sens aucune volonté de véritablement rentrer dans un processus où des étrangers vont arriver, vont commencer à mettre leur nez dans tout ça. Donc je n'y crois pas. Mais en même temps, du côté de Kofi Annan, qui est parfaitement conscient de ça, il y a une toute petite ouverture, puisque le cessez-le-feu est à peu près respecté alors qu'il n'a pas été à 2 jours, et qu'en plus Bachar el-Assad a sorti de son chapeau des nouvelles exigences en disant si les opposants ne s'engagent pas déjà unilatéralement, rendent leurs armements, etc. Vous imaginez l'armée syrienne libre, si elle va commencer effectivement à dire oui, on va redonner nos armements. Donc il avait déjà... Vous imaginez le régime dire que maintenant les libertés de la presse et le droit de manifestation qui n'ont jamais existé. Bien sûr. C'est également l'entrée dans le futur. Là. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on est dans un jeu d'une hypocrisie totale, sauf que du côté de Kofi Annan, il y a la volonté d'essayer de saisir le tout petit dé d'une ouverture pour mettre le pied dans la porte et essayer de coincer un peu le régime de Bachar el-Assad pour mettre des observateurs. Donc la diplomatie de Kofi Annan, c'est le pied dans la porte, si je comprends bien. Oui, c'est ça, c'est vraiment essayer de rentrer dans les interstices. En espérant que ça ne fait pas trop mal et que ça puisse servir à quelque chose. Jouer sur la Russie qui essaye de lâcher du lest, et sur l'Iran, que Bachar el-Assad, au moins, entrouvre la porte. Après, on arrive à votre question qui est importante, c'est que, la porte est entrouverte, il faudrait mettre des hommes, des observateurs. Voilà. Et là, l'ONU se retourne vers des pays en disant, bon, qui veut être contributeur là-dedans? Et là, on retrouve un autre problème, c'est qu'à mon avis, il n'y a pas grand monde qui ait vraiment envie, dans ces circonstances-là, de mettre des observateurs. Pardonnez-moi, Alain Juppé, en disant, il faut mettre des robustes, il désignait des gens. Non, alors c'est le terme de robustesse qui va poser problème, que Damas va s'en servir. C'est-à-dire, c'est l'idée que les observateurs qui seraient mis en place doivent avoir la capacité, certaines capacités de riposte militaire s'ils sont visés. Je prenais l'exemple de 84-85, les casques blancs dans le Chouf, où un certain nombre d'entre eux ont été tués. Pourquoi? Parce que les différentes parties prenantes, quand ils commençaient un peu à s'embêter avec le cessez-le-feu, ils ne se tiraient pas dessus pour respecter le cessez-le-feu, mais ils s'amusaient à tirer ensemble au même moment sur les casques blancs. Donc tout d'un coup, les casques blancs se faisaient tirer par les Druzes, par les chiites d'Amal, voilà. Donc, vous avez connu ça, vous? Moi, j'étais sympathique. J'étais sur place. Et les casques blancs que j'ai rencontrés dans le Chouf, ils avaient une arme de poing.
Il n'y avait aucune capacité de riposte, il n'y avait aucune robustesse pour que les parties prenantes en face, qui n'étaient pas démesurément armées, se disent bon, on ne va pas leur tirer dessus parce qu'ils ont une capacité de riposte. Pistolet contre roquette, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Donc voilà, si vous voulez, dans la robustesse, on est dans le fait que les Français disent cela, en disant, attends, si on envoie des observateurs, comme on n'a aucune confiance